Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans Pour tout vous dire. Cette semaine, à l'occasion de la 3e édition de l'Exposition internationale des importations de Chine, notre émission sera consacrée aux échanges commerciaux entre la France et la Chine. Depuis 2018 et toujours au mois de novembre, l'Exposition internationale des importations de Chine est un événement mondial qui incarne l'ouverture commerciale de la Chine. L'année dernière, alors que la France était l'un des invités d'honneur de l'événement, le président français avait fait le déplacement pour y assister, c'est dire l'importance de cette foire. Cette année, la 3e édition se tiendra du 5 au 10 novembre, malgré les restrictions imposées par la crise sanitaire. Et le programme de cette édition sera de circonstance. L'accent sera mis sur la santé publique et la prévention des épidémies. Alors que le plan de relance de l'économie présenté par le gouvernement français mise sur les exportations, nous parlerons dans cette émission du contexte des échanges commerciaux franco-chinois avec 2 acteurs des relations France-Chine. Et dans la deuxième partie, nous aborderons le volet culturel des échanges entre la France et la Chine en compagnie de Catherine Chevillot, la directrice du musée Rodin, avec qui nous échangerons dans quelques minutes. Mais tout de suite, j'accueille les 2 premiers invités de ce débat. Béatrice Destiendorf et Buntan. Bonjour à tous les deux et Bonjour. Merci d'être venus aujourd'hui. Bonjour. Béatrice Destiendorf, vous avez travaillé en Chine pour une grande marque de cosmétiques française, puis vous avez été directrice export à la CCI France-Chine. De retour en France, vous mettez votre réseau et votre connaissance du marché chinois au service de la création de la France China Foundation. Plus récemment, vous fondez BOO Consulting, une agence de conseil dédiée aux projets franco-chinois spécialisée dans les domaines de la culture et de l'art de vivre. Et Buntan, vous êtes un homme d'affaires et vous êtes député de la 9e circonscription de Paris depuis 2017. Avant cela, de 2013 à 2017, c'est au titre de conseiller du commerce extérieur que vous accompagnez régulièrement le président de la République, le Premier ministre et plusieurs ministres dans leurs déplacements officiels vers l'Asie. À l'Assemblée nationale, vous êtes secrétaire de la Commission des affaires étrangères, président du groupe d'amitié France-Chine et rapporteur budgétaire en charge du commerce extérieur au sein de la Commission. C'est bien ça? Vous savez les choses. Alors, nous allons tout de suite nous intéresser aux échanges commerciaux et à l'exposition internationale des importations de Chine. Mais pour commencer, je vous propose de regarder un petit sujet qui permettra à ceux qui ne connaissent pas cet événement de s'en faire une idée plus précise. C'est l'une des 10 plus importantes foires commerciales. L'exposition internationale des importations chinoises ouvrira ses portes pour sa 3e édition du 5 au 10 novembre. Comme pour les 2 précédentes, ce sera au Centre national des expositions et des congrès de Shanghai, l'un des bâtiments emblématiques de la ville, surnommé le trèfle à 4 feuilles. Annoncée par le président chinois Xi Jinping en 2017, l'exposition se présente comme un signal fort de la Chine en matière d'ouverture de son économie. Avec une première édition lancée tout juste 40 ans après les réformes d'ouverture de la Chine de 1978, c'est aussi un événement à forte portée symbolique qui illustre le chemin parcouru par le pays en matière de libre-échange. Enfin, elle répond à une nécessité nouvelle pour la Chine, satisfaire un marché intérieur de plus en plus enclin à consommer des produits importés de qualité. L'année dernière, la France était l'un des 15 pays invités d'honneur de l'édition 2019. Le président français Emmanuel Macron, en visite d'État en Chine au même moment, s'était rendu à l'exposition. L'occasion de mettre en lumière les plus de 80 entreprises françaises présentes, mais aussi de déguster des produits du terroir au pavillon France en compagnie du président chinois. En 2019, l'exposition avait accueilli près de 4000 entreprises de 155 pays et régions du monde. D'après des sources officielles chinoises, elle s'était conclue sur un montant de plus de 70 milliards de dollars d'accords de principe pour un an d'achat de biens et de services. Pour 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19, l'accent sera mis sur la santé publique et la prévention des épidémies, avec une nouvelle zone d'exposition consacrée aux technologies de pointe dans ces domaines. L'exposition de Shanghai sera l'une des rares foires commerciales internationales à pouvoir se tenir cette année.
Dans une économie mondiale en berne, cette nouvelle édition pourrait bien mettre du baume au cœur aux exportateurs. Béatrice Destienne-Dorf, Buntan, vous avez tous les deux eu l'occasion de vous rendre à Shanghai durant les précédentes éditions de l'exposition. Est-ce que vous pourriez nous donner un regard de l'intérieur? Comment se présente cette exposition? Déjà, comme on a pu le voir là, c'est géant, c'est gigantesque. Il faut rappeler quelques chiffres, c'est 338 mètres carrés. Pour vous donner une idée, le port de Versailles, c'est 216 000 et Villepinte, c'est 246 000. C'est une fois et demie dans la totalité. C'est une autre échelle. Voilà. On a également des milliers d'entreprises qui vont exposer. Et la France était l'an dernier donc, pays à l'honneur. On a eu 78 entreprises que nous avons emmenées en Chine et qui ont signé pour 2,4 milliards quand même de dollars. Donc voilà, Après, une fois qu'on est dedans, c'est vrai que d'abord, la dimension impressionne, mais également la richesse de ce qu'il y a dedans. Beaucoup de visiteurs sont assez surpris par les produits, les technologies qu'on y trouve. Et on est assez loin en fait de l'image qu'on a classiquement de la Chine avec des produits bas de gamme, etc. Puisque là, on montre un petit peu le savoir-faire. Et c'est vrai que dans pas mal de domaines, ils sont vraiment au top. Beaucoup d'ailleurs de nos entreprises de la French Tech vont également donc soit proposer des produits ou soit puiser des idées, et il y a vraiment des choses intéressantes. L'année dernière, c'était une année assez particulière pour la France puisque le président Macron s'est rendu sur place. Ça avait beaucoup marqué les esprits. Vous étiez à Shanghai à ce moment-là, Béatrice Destienne-Dorf. Effectivement, j'étais à Shanghai à ce moment-là parce que, en fait, moi, ce que je retiens de ce moment, c'est l'effervescence qu'il y a eu aussi autour de cette foire, puisque en marge de la foire, il y avait aussi d'autres événements très importants qui étaient organisés. C'était une semaine très très dense et en particulier, il y a eu l'inauguration du projet Centre Pompidou Westbund. C'est-à-dire une antenne en quelque sorte du Centre Pompidou à Shanghai. Alors c'est un partenariat qui a été mis en place entre le Centre Pompidou en France et un développeur chinois, le groupe Westbund. Et l'idée c'est de présenter, puisque ce musée a donc vu le jour et sorti de terre l'année dernière, c'est de présenter une centaine d'œuvres venant directement des collections du Centre Pompidou. Et c'est l'un des projets de coopération culturelle les plus importants à ce jour entre la France et la Chine. Donc c'était un grand moment aussi à ce titre. Vous parliez d'effervescence, vous l'avez constaté aussi. Tout à fait. Alors, pour revenir un petit peu sur la foire, d'abord c'est une vitrine exceptionnelle. On a beaucoup de pays qui sont présents, plus de 150 pays je crois, et médiatiquement tout le monde en parle, tout le monde entier en parle. Et donc c'est également l'occasion par exemple pour le président Macron et le président Xi Jinping de mettre à l'honneur les produits français. On a eu une dégustation de viande de bœuf, de viande bovine française et de vin français, et je crois que ça fait vraiment le tour du monde. C'était important parce que ça marquait aussi le retour des exportations du bœuf français vers la Chine. Après. Tout à fait, c'est un dossier en fait qu'on travaille depuis très longtemps, ça fait des années pour aboutir. Et en effet, 17 ans, hein, ça a duré après la crise de la vache folle. Exactement, le bœuf français a été interdit avec la crise de la vache folle. Et on a eu beaucoup de mal à y retourner, donc enfin on a mis un pied dedans. Le marché du bœuf est très important en Chine, puisque aujourd'hui c'est 3 millions de tonnes de bœuf importés. Et aujourd'hui, là en 2019, on démarre tranquillement. On a exporté pour seulement 265 tonnes, et le potentiel est pour nous, pour nos éleveurs, de 50 000 tonnes. Donc voilà, on a un énorme marché, et les Chinois aujourd'hui ne consomment que 6 kilos par an, alors que nous, Français, nous consommons 24 kilos de viande de bœuf par an. Donc vous voyez le potentiel qu'il y a encore. Alors aujourd'hui, la France compte beaucoup sur l'exportation pour relancer son économie, très affaiblie par la crise sanitaire. L'exposition pourrait être un tremplin pour les entreprises qui s'y rendront, les quelques qui pourront s'y rendre. Quel est l'intérêt de s'y rendre pour une entreprise française et comment peuvent-elles s'y préparer, Béatrice Destienne-Dorf? Moi, je pense que ce salon, ce type de foire est vraiment un moment important de rencontre. C'est très important d'être sur place, en particulier
pour bien sentir le marché chinois. Je pense qu'on ne peut pas déléguer la perception qu'on a d'un marché. C'est important d'être sur place pour comprendre aussi, on dit beaucoup que la Chine évolue très très vite et en particulier une chose à laquelle il faut faire vraiment très attention, à laquelle qu'il faut vraiment sentir sur place, c'est cette espèce de révolution permanente de la distribution. Et on a bien vu que les marques, la vente en magasin a beaucoup chuté en Chine. Il y a des magasins qui ont fermé. En revanche, les ventes en ligne se sont vraiment beaucoup développées, ont explosé dans certains secteurs d'activité. C'est renforcé avec l'épidémie, comme ailleurs d'ailleurs, comme en France. Voilà, et en particulier en Chine, c'est vraiment très important de sentir ces choses-là et c'est une façon aussi d'être présent à un salon que de sentir ces choses-là en rencontrant un certain nombre d'autres acteurs qui sont présents, parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses qui sont organisées et donc c'est l'occasion de partager. Peu d'entreprises vont faire le déplacement cette année de France finalement, puisque pour des raisons épidémiques, puisque nous sommes actuellement touchés par une deuxième vague relativement forte. Comment va s'organiser le pavillon France cette année, Buntan? Alors, en effet, donc les contraintes sanitaires font qu'on ne peut pas facilement se déplacer. Et aujourd'hui, il a été choisi en fait l'option de dire on maintient quand même la présence française. Donc nous aurons un pavillon français notamment dans le hall de l'agroalimentaire. Et ce sont en fait nos entreprises qui sont déjà présentes en Chine, avec donc des bureaux ou des succursales ou un bureau de représentation, et qui ont du personnel en place, qui vont aller donc tenir le stand. L'idée, c'est vraiment d'avoir une continuité, parce qu'il est très important en Chine d'être continuellement présent et de ne pas y aller ponctuellement, parce que en fait, c'est extrêmement important de garder le lien. Pour revenir un petit peu à ce que vous disiez et ce que Mme Destendorf disait, je pense que c'est important également d'être sur place pour sentir les choses, parce que les goûts sont différents, la culture est différente, et donc le fait d'être sur place, ça permet de mieux voir les choses. Et on a également, par exemple, si on parle du poulet, par exemple, il y a beaucoup de parties non valorisées ou peu valorisées en France qui sont très bien valorisées en Chine. Je pense aux abats, aux pâtes, etc. Et c'est également une opportunité pour nos éleveurs de modifier peut-être en fait leur équilibre commercial pour valoriser mieux et vendre plus cher les parties qu'on ne vend pas en France. Ah oui. Et ensuite, voilà, pouvoir peut-être à la fois s'adapter au marché chinois et peut-être utiliser des parties de leur production qui ne sont pas utilisables en France. Tout à fait, ou alors qui sont juste utilisés pour la nourriture, broyée, etc. Et là, c'est vraiment un débouché, je pense, qu'il ne faut pas négliger. L'un des intérêts de cette exposition, c'est donc de permettre aux exportateurs de découvrir les spécificités du marché chinois, un marché qui évolue très vite. Béatrice Destendorf, c'est un petit peu ce que vous nous disiez à l'instant. Est-ce que vous pourriez nous brosser un tableau du consommateur chinois aujourd'hui en 2020 ? Oui, alors le consommateur chinois, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un consommateur qui est avide d'innovation, en particulier technologique, qui est accro au mobile. On l'a dit tout à l'heure en disant qu'il y avait beaucoup que le online se développait énormément et en particulier sur son téléphone. Il faut dire aussi que c'est un consommateur exigeant, qui est très sollicité parce qu'il y a énormément évidemment de marques qui sont sur le marché, qui sont rentrées sur le marché, et aussi parce qu'il y a des marques locales et qui se développent de manière très intéressante. Donc il faut avoir ça en tête aussi quand on lance une nouvelle marque. Alors la France exporte évidemment des cosmétiques, des produits gastronomiques, beaucoup de vin, mais pas seulement. L'industrie française est aussi très présente en Chine, Buntan. Des fleurons qui sont dans des domaines assez traditionnels, l'aéronautique, le nucléaire civil, le traitement des eaux, etc. Donc nous avons quand même des entreprises qui sont mondialement connues et surtout leaders sur le marché. Malheureusement, la pandémie actuelle a fait que cette année, par exemple, nous avons beaucoup souffert dans le domaine de l'aéronautique, puisqu'on a perdu plus d'un quart des exportations. C'est l'un des secteurs qui a été le plus touché par tout à fait, la pandémie. frappé de plein fouet. Mais on a vu également, côté chinois, c'est pour ça qu'on parle également de modification, un petit peu changement dans le modèle chinois,
il y a une importation, des importations augmentées. Par exemple, en septembre, il y a eu plus 13% d'augmentation des importations chinoises. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument que nous profitions, je dirais, entre guillemets, de cette pandémie, de cette remise à plat, pour essayer d'adapter nos modèles, pour sortir plus fort dans la crise et gagner des parts de marché. Il y a quelque chose à jouer ici. Bien sûr, parce que nous avons une image en Chine qui est très valorisée par les Chinois, mais malheureusement pas assez par les Français. On n'est pas suffisamment conscient de la valeur de la marque française, je pense. Pourtant, les Français ont conscience Oui, de mais leur commercialement, qualité. on a encore, Pas je pense, commercialement. des choses à faire. Il faut qu'on en profite. On a également beaucoup de PME qui ont de très beaux produits, de très belles technologies, mais il faut qu'on les aide à aller sur le marché chinois. Il faut se préparer, et Madame Destendorf l'a dit. Je pense qu'il est important d'être accompagné par des gens comme vous, où il ne faut pas hésiter à s'adresser à la Team France Export, par exemple, qui ont mis beaucoup d'outils pour aider les PME françaises et les ETI françaises à s'exporter. Et nous avons aujourd'hui une opportunité parce que nous sommes attendus, par exemple, sur le troisième âge, sur la sécurité alimentaire, sur la cosmétique, ça a été dit, mais également dans beaucoup de domaines, notamment les produits et les objets connectés. Il y a beaucoup de domaines, en fait, où la France a un vrai savoir-faire. Et donc, Vous pensez qu'il y a des domaines en ce qui concerne les produits français qui ne sont pas présents en Chine et des entreprises françaises qui devraient peut-être tenter l'aventure chinoise? Ah oui, tout à fait. Il y a en fait, vous avez deux choses. Vous avez une demande qui est très très large en Chine. Ça résume à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on a un pays qui est le plus gros marché au monde, évidemment très convoité, et donc quasiment tous les pays sont présents. Donc le consommateur chinois a beaucoup de choix. Donc du coup, il est très exigeant. Et là-dedans, nous avons des entreprises, surtout des TPE, des PME, qui sont malheureusement ne sont pas suffisamment armés et pas assez gros, je dirais, pour aller s'exporter en Chine, mais dont les produits ont, à mon avis, vraiment un vrai potentiel en Chine. Donc il faut qu'on arrive à identifier ces entreprises et à les porter, à les aider pour qu'elles arrivent sur le marché chinois. Mais Qu'est-ce que vous faites, Béatrice Destiendorf? Qu'est-ce que vous leur conseillez aux entreprises que vous accompagnez vers la Chine? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de conseils qu'on pourrait lister, mais si on réfléchit aux points principaux, peut-être, moi je dirais déjà trouver le bon partenaire, prendre le temps nécessaire pour trouver le bon partenaire, et c'est un des points les plus difficiles. Donc ça veut dire se rendre aussi souvent en Chine, alors on espère que ça redeviendra possible prochainement, mais voilà, entretenir un lien régulier avec son distributeur, avec ses partenaires, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, il faut, je pense, ne pas négliger ce qu'on peut appeler la sinisation de sa marque. Par exemple, si on a une marque dans le secteur du vin, le consommateur chinois a de plus en plus de connaissances. Avant, on parlait essentiellement du Bordeaux ou du vin rouge. Aujourd'hui, les Chinois commencent à s'intéresser au vin blanc, au champagne, un petit peu au rosé. Donc ça veut dire qu'il a de plus en plus de connaissances et que donc la langue chinoise est tellement riche qu'on peut en profiter pour traduire, par exemple, dans les noms de produits de vin, l'origine, d'où vient ce vin, quelle est son histoire. Il y a des choses, grâce à cette richesse de la langue, qu'on peut faire passer, et c'est peut-être dommage que toutes les marques ne se soient pas lancées dans cette voie-là, et je pense qu'il y a du travail à faire. Ne pas négliger de réfléchir justement aux connexions qui peuvent se faire aussi par le nom de la marque qu'on va choisir en chinois. Voilà, exactement. Et de ses produits. Voilà. En parlant de marque, je pense que c'est également important de souligner qu'il faut absolument bien penser à se protéger avant d'y aller, que ce soit les marques, les brevets, etc. C'est une chose en fait que les PME souvent négligent un petit peu, et malheureusement souvent quand ils le découvrent c'est trop tard. Donc je conseille vraiment aux entreprises de préparer un petit peu son arrivée en Chine, d'abord d'aller voir sur place. Dans tous les pays d'ailleurs. Oui, mais le maquis chinois, je pense qu'il est plus dense que les autres. Donc voilà, il faut essayer de bien se préparer. D'accord. Justement, un chantier important a abouti récemment. L'UE a annoncé avoir signé un accord passé fin 2019 avec la Chine visant à défendre 100 indications géographiques protégées, les IGP européennes, et autant d'appellations chinoises. En quoi est-ce que c'est une avancée pour les producteurs européens qui exportent en Chine? C'est énorme parce que à plusieurs niveaux. Un, concrètement, ça veut dire qu'on met en valeur certaines origines, d'accord.
Il faut savoir également qu'en Chine, c'est une notion qui est IGP qui n'existait pas il y a peu. Donc ça veut dire que c'est vraiment une nouveauté. Ça traduit également la prise en compte de la Chine de cette protection. Donc ça veut dire qu'eux aussi aujourd'hui ils souhaitent pouvoir promouvoir à l'étranger certaines de leurs IGP à eux. Voilà. Et surtout, ça veut dire qu'on intègre dans le raisonnement la protection des dénominations, des origines, des marques, des brevets, etc. Et donc c'est l'ensemble en fait de la protection qui est importante. Et ça permet aussi à des petits producteurs, par exemple français, de pouvoir se mettre en avant par rapport à des gros producteurs. Ça peut être, quand on parle des vins, par exemple, vous avez des vins australiens ou américains qui sont en termes de volume beaucoup plus importants et en termes de prix moins cher, mais nous avons de la qualité et ça, ces IGP également contribuent à faire avancer. Vous pouvez nous donner quelques exemples, côté européen et côté chinois éventuellement? Oui, bien sûr. Alors côté européen, on peut citer, alors il y a eu parmi ces 100 IGP protégés, au niveau européen, il y en a peut-être 26 qui sont françaises. Et beaucoup dans le vin, donc des AOC, dans le Bordelais, mais aussi un AOC Alsace et Languedoc, et d'autres bien sûr. Et puis le Comté et le Roquefort aussi sont protégés. Les Chinois se mettent au fromage français. Voilà, en tout cas, voilà, ces deux appellations, ces décidément, deux marques le consommateur chinois n'en finira pas de nous étonner. Et côté chinois alors? Et côté chinois, il y a le thé pu'er, le pu'er-cha, qui est protégé. Thé amer. Thé noir triplement fermenté. Le maotai aussi. Et puis quelques champignons. Des champignons. Voilà. Pour conclure, sur un plan général, quel serait le conseil à donner aux entreprises françaises dans leur relation avec la Chine dans cette période? Les inscriptions à la prochaine exposition internationale sont déjà ouvertes, mais à part ça, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Alors, moi je dirais que cette foire est quand même une opportunité assez unique. C'est-à-dire que je crois que c'est la première fois qu'un pays lance une foire internationale de produits importés, donc pas pour vendre à l'étranger, pour exporter, mais pour importer. Il faut savoir également que le marché chinois aujourd'hui 2020, c'est environ 300 millions de consommateurs avec un pouvoir d'achat équivalent à nous, c'est-à-dire un Français ou un Allemand, et qu'en 2020, c'est 520 millions. Et aujourd'hui, l'accroissement en termes de consommateurs de cette classe-là, c'est l'équivalent de notre classe moyenne chez nous, chaque année. Donc il y a un potentiel énorme, il faut vraiment y aller. Il y a également une possibilité, parce que la Chine est tellement grande qu'une PME, par exemple, peut travailler sur une région, sur une partie d'une région, et ça a déjà de quoi remplir son cadre de commande suffisamment pour pouvoir en fait peut-être pas prendre la Chine au niveau global, mais plutôt région par région, en s'adaptant aussi aux spécificités locales. Et surtout, avec 1,4 milliard de consommateurs, on arrivera toujours à trouver à qui nos produits plairont. Donc il faut y aller, il faut absolument y aller. Pour tous les goûts, donc autant tenter. Béatrice Destienne-Dors. Moi je dirais oui, il faut y aller. Avoir quand même en tête que ça reste un marché complexe et que donc il faut beaucoup travailler, que tout ce on l'a dit, le haut de gamme c'est quelque chose qui a des chances de fonctionner, donc je pense que voilà, en priorité c'est ça qu'il faut avoir en tête et qui intéresse le consommateur chinois. Voilà. Y aller tout en étant bien préparé. Ouais. Tout à fait, c'est très important et surtout sur la durée. Il ne faut pas y aller, par exemple, 3 fois dans l'année et puis disparaître en 5 ans et revenir 2 ans après. Enfin, bon, de la régularité, il faut être régulier. Entretenir la relation. Tout à fait. Et la relation compris personnelle. Pendant ce moment où on ne peut pas se rencontrer, peut-être par d'autres moyens, visioconférence ou WeChat. Je profitais du coup pour mettre en avant ce qui a été testé par Team Business France, qui est, je trouve, très très bien. Donc, en ce moment où on ne peut pas vraiment voyager, les producteurs de vin, par exemple, ont envoyé des bouteilles de vin en Chine. Les bureaux de Business France en Chine donc, ont organisé une dégustation avec donc, les clients potentiels chinois. Ils ont ouvert des bouteilles là-bas. En même temps, donc, en ligne, les producteurs avec le sommelier ont ouvert les mêmes bouteilles ici. Et ils ont dégusté ensemble. Ils ont échangé sur les teneurs, etc., les goûts, etc. Et donc, en fait, on peut continuer à travailler, à garder le lien avec les clients. Et surtout, je pense que les efforts qui seront faits aujourd'hui par nos entreprises paieront double ou triple parce que tout le monde est embêté. Et ceux qui seront présents aujourd'hui
je pense, en tireront vraiment les profits. Donc c'est vraiment le moment. Il faut y aller. Alors parmi les secteurs qui s'exportent bien vers la Chine, il y a la culture et c'est un domaine dans lequel la France est très bien placée. Nous allons poursuivre ce débat maintenant avec un focus sur la culture et en particulier un musée, le musée Rodin. Et pour cela, j'accueille maintenant notre invitée de la semaine, la directrice du musée Rodin, Catherine Chevillot. Bonjour Catherine Chevillot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Spécialiste de la sculpture des 19e et 20e siècles, vous êtes conservateur du patrimoine depuis 1987. Vous avez été conservateur adjoint au musée de Grenoble et conservateur du musée d'Orsay. Depuis 2012, vous dirigez le musée Rodin qui abrite les collections léguées en 1916 par Auguste Rodin à l'État français. Alors la culture française s'exporte bien en Chine. Le centre Pompidou a ouvert l'année dernière à Shanghai, on en parlait tout à l'heure. Les rencontres photographiques d'Arles se déclinent à Xiamen, dans le sud de la Chine. Le festival Croisement, important festival culturel étranger en Chine. Le mois de la francophonie existe depuis 24 ans et je pourrais en citer encore de nombreux. Comment voyez-vous la situation de la culture française en Chine aujourd'hui? Apparemment, elle se porte bien. Oui, écoutez, je crois qu'effectivement, vous avez cité tous ces grands projets qui apportent une vraie richesse et un vrai échange entre nos deux pays. Et je pense qu'on peut aussi parler d'une exposition en ce moment autour de Monet, où le musée Marmottan a envoyé sa toile majeure, Impression soleil levant de Monet, qui est actuellement exposée. Et d'après ce que je comprends, il y a un véritable succès de cette exposition à Shanghai. Qui dure quelques mois, donc c'est assez riche. Ouais. Vous deux, Buntan? Moi, je pense que la Chine est une civilisation de 5000 ans, très riche déjà en culture, et l'attrait du public chinois pour la culture française, ça fait, je pense, un moment déjà, et je dirais qu'ils sont presque en attente, en manque, de pouvoir accéder à des œuvres françaises, ou en tout cas à nos musées. Et c'est vraiment, je pense, une opportunité énorme pour nos musées, mais également pour les publics chinois, de pouvoir voir un extrait, un échantillon de ce que nous pouvons voir en France. Alors, la sculpture de Rodin bénéficie en particulier d'une notoriété considérable dans le monde, bien sûr, et c'est le cas aussi en Chine, où Rodin est une figure extrêmement connue. Le musée Rodin de Paris est-il un lieu fréquenté par les touristes chinois en particulier? Comment Rodin est-il perçu, Catherine Chevillot? Alors, le musée Rodin n'est peut-être pas encore assez visité par les touristes chinois parce que c'est un musée qu'on ne visite pas la première fois qu'on vient à Paris. La première fois qu'on vient à Paris, on a un programme. C'est le Louvre, c'est le Louvre, Orsay, Versailles. Mais c'est plutôt un musée fréquenté par des touristes individuels chinois. Alors, ce sont encore des petits chiffres, néanmoins, on voit les pourcentages monter. C'est-à-dire qu'on est passé de 2% il y a quelques années à 6% maintenant, notre fréquentation. Donc, on voit que ça monte très vite. Ça vient peut-être aussi du lieu qui est plus confidentiel qu'un Louvre ou à Versailles. Sans doute, mais en même temps, il y a un vrai goût pour les lieux un peu intimistes et vraiment... Qui se développe peut-être avec le tourisme individuel aussi. Et ce qui m'a surpris surtout, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à fréquenter la Chine de manière répétée, c'est à la fois la manière dont les Chinois connaissent déjà Rodin, la culture. Rodin est dans tous les manuels scolaires en Chine. C'est fascinant. Alors, Rodin est dans tous les manuels scolaires en Chine, mais il n'est pas dans les manuels scolaires en France. Comment c'est possible? Il y a deux artistes français qui sont dans tous les manuels scolaires de l'école, Victor Hugo et Rodin. Et j'étais assez étonnée par cela, parce que c'est un goût qui est... C'est vrai, on l'en trouve dans le monde entier. Et j'ai demandé un jour à un jeune artiste chinois, mais pourquoi les Chinois sont fascinés à ce point par Rodin? Et il a eu cette réponse que, après coup, m'a paru tomber sous le sens, c'est l'exposition du corps. Parce qu'en Chine, on a une civilisation extrêmement pudique, on ne montre pas le corps. Et donc, un artiste qui utilise un langage universel, le corps, tout le monde a un corps, et qui parle de choses universelles, les passions humaines, et il y en a dans toutes les civilisations, même si elles sont différentes, eh bien, ça peut fasciner partout dans le monde.
Alors, il y a eu déjà des expositions des œuvres de Rodin en Chine. Une en 1993 qui présentait une soixantaine d'œuvres, qui a eu un succès considérable, et une autre dans le cadre des événements organisés en 2014 pour le cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques franco-chinoises, avec là aussi un record de fréquentation. Pouvez-vous revenir sur la manière dont se sont déroulées ces deux expositions ? Alors, celle de 93, je n'y étais pas, mais c'est une exposition qui était la première exposition d'art occidental après la révolution culturelle. Donc, c'était un événement très important avec le penseur dans l'espace public de Pékin. On a encore des photos et j'ai moi-même rencontré dans un colloque quelqu'un qui est professeur de sculpture maintenant dans une grande école chinoise et qui a raconté avec émotion comment lui, jeune étudiant, à Pékin pendant l'hiver, a consacré l'équivalent de la moitié de ce qu'il gagnait dans le mois comme étudiant pour aller voir l'exposition en traversant tout Pékin sous la neige. Ça fait un choc quand même. Hein. On voit qu'on a une valeur très importante humainement aussi. Et celle de 2014, elle a eu la chance de bénéficier du retentissement des cérémonies du cinquantenaire. Oui, il y a eu énormément d'événements organisés. Et la clôture officielle du cinquantenaire par les deux premiers ministres français et chinois a eu lieu dans l'exposition. Donc c'était un symbole très fort pour nous, évidemment. Il y a eu 300 000 visiteurs en 2014-2015. Donc c'est beaucoup plus que la première fois en Chine, puisque à Pékin en 93, il y avait eu 120 000 visiteurs. Alors, une réflexion est menée aujourd'hui en Chine autour de la muséologie. Il y a beaucoup de musées qui s'ouvrent en Chine, de plus en plus, je dirais, sophistiqués, de plus en plus orientés vers la pédagogie aussi. Comment voyez-vous cette évolution? Et est-ce qu'il y a une place pour la France pour apporter quelque chose à la Chine à ce niveau-là? Alors je pense que notre savoir-faire en termes de muséographie est très prisé, notamment pour la partie vraiment présentation des œuvres, savoir-faire technique. En revanche, pour la médiation, je pense que la Chine a déjà une longueur d'avance sur nous. Et surtout, donc on pourrait aussi apprendre je pense qu'on peut des musées apprendre. chinois aujourd'hui. Alors bien sûr, on est toujours frappé par l'échelle en Chine, parce que les musées sont faits pour une échelle qui n'est pas la nôtre. Mais ce qui m'a quand même beaucoup frappé, c'est la place donnée aux espaces de médiation dans le parcours même de visite. Souvent, on a des salles qui font pratiquement un tiers de l'exposition qui sont consacrés à cette médiation et à des modes de médiation qui vont chercher le public là où ils sont. Et non pas, vous pouvez nous donner quelques qu'ils se mettent à la exemples portée des gens. Et nous, on est encore très frileux en France. C'est-à-dire qu'en France, souvent, soit on est sérieux et on est ennuyeux, soit on est ludique et on est vulgaire. Et les anglo-saxons, eux, savent, en termes de médiation, tenir l'équilibre entre les deux. Et la Chine, je trouve, sait aussi tenir l'équilibre et arrive à attirer le public par ses médiations. Buntan, vous voulez ajouter quelque chose? D'abord, je confirme que l'intérêt des Chinois pour Rodin est vraiment c'est-à-dire que vous avez en effet des gens qui sont très érudits ou dans le domaine des musées ou de l'art, etc. Mais vous parlez dans un restaurant, un serveur, Rodin il connaît, même s'il n'a pas vu d'œuvre en réalité, etc. Sans doute à travers des manuels, mais il connaît Rodin. Cette exposition, on y était, puisqu'en 2014, on était avec le Premier ministre français pour la clôture, et pour avoir échangé avec le public présent, côté chinois, pour eux, c'était l'événement de la décennie. C'était une exposition qu'il ne fallait vraiment pas manquer. Et là, on travaille là, sur un projet qui est d'emmener un maximum de musées français, donc pas seulement les gros, le Louvre évidemment, Orsay, Rodin, etc. Mais il y a énormément de musées en France qui ont vraiment des objets, des œuvres vraiment très très qualitatives. Et on essaie de faire en sorte qu'on ait un projet commun pour emmener tout le monde en Chine. Et il y a une vraie attente. Y compris le musée Rodin. Y compris le musée Rodin. Et le musée Rodin, je dirais que c'est même déjà tellement unique et qualitatif et apprécié, attendu. Un musée Rodin tout seul pourrait suffire. Est-ce qu'il y a des projets, puisqu'on a vu qu'il y a le Centre Pompidou, le Louvre, qui va aussi ouvrir en Chine. Est-ce que vous avez des projets en Chine, Catherine Chevillot? Alors, on est en contact depuis quelques années avec une collectionneuse et des investisseurs, des partenaires,
qui sont très intéressés par Rodin et qui voudraient créer une structure montrant Rodin en Chine, peut-être une sorte de musée Rodin en Chine. Donc ils travaillent de leur côté, nous sommes associés avec eux, et ils travaillent sur plusieurs pistes, sur plusieurs villes actuellement. Donc peut-être un projet va émerger dans les semaines, les mois, les années à venir. Merci beaucoup pour ces échanges. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie, Catherine Chevillot-Buntan, Béatrice Destendorf, d'être venues sur ce plateau nous parler des échanges franco-chinois sur le plan commercial et culturel. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire.